Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Guy-Serge Cadio. À la une de cette édition, attaque ce jeudi du poste de gendarmerie de Barani. On enregistre 4 morts. Isaac Zida sort de son silence. Dans une interview accordée à France 24, l'ancien Premier ministre n'exclut pas une candidature à la présidentielle de 2020. Au Togo, la division au sein de la coalition des partis politiques de l'opposition nommée C14 est mal perçue par la population. Utilisation rationnelle de l'énergie en cette période de délestage, c'est le sujet qui sera abordé en fin d'édition par notre invité Issouf Zungrana, directeur général de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Voilà pour nos principaux titres. Bienvenue. Débutons avec cette brève. Le poste de gendarmerie de Barani dans la boucle du Moun a été attaqué aujourd'hui par des hommes armés. Pas de réaction ni de bilan officiel, mais selon des sources sécuritaires et locales, 4 gendarmes sont décédés dans cette attaque. En octobre 2018, la gendarmerie de Barani avait été attaquée par des individus armés non identifiés. Un gendarme avait perdu la vie, 2 autres avaient été blessés et un assaillant avait été abattu. Isaac Zida sort de son silence. Dans une interview accordée hier à la télévision française France 24, l'ancien Premier ministre n'exclut pas une candidature à la présidentielle de 2020. Dans cet extrait que nous vous proposons, il se prononce également sur les raisons de son exil. J'ai quitté le Burkina Faso dans un premier temps pour une permission auprès de ma famille ici au Canada. Mais pendant que j'étais en permission ici, il y a des informations que j'ai reçues qui, en tout cas, mettait en cause ma sécurité et ma liberté, donc j'ai choisi de rester et de ne plus rentrer au Burkina Faso. Les autorités en place ont monté toute une cabale politico-judiciaire contre ma personne, et donc j'ai choisi de rester dans ce pays, le Canada, qui est un pays de droit. Vous imaginez-vous un avenir politique au Burkina Faso? Je ne me suis pas encore prononcé sur une éventuelle candidature, mais je n'exclus pas la possibilité, effectivement, d'être candidat en 2020. Cette sortie médiatique intervient au moment où un groupement de jeunes dénommé Génération Zida multiplie des rencontres pour lui demander de se présenter à la présidentielle de 2020. Autre sujet abordé durant cette interview, le blanchiment d'argent dont il serait coupable et ses attentes du procès du putsch. Pour ce qui me concerne, je n'ai jamais reçu ni un policier ni un enquêteur de la gendarmerie pour me questionner sur ces faits. Je n'ai aucun argent à blanchir au Canada qui nécessite que je fasse l'objet d'une telle enquête. Avez-vous des réflexions sur le procès Gilbert Diendéré et le putsch manqué de septembre 2015? Je souhaite qu'à l'issue de ce procès, que le peuple burkinabé, que les victimes et leurs familles aient droit à la vérité et à la justice, et que l'on puisse, à l'issue de cela, aller vers d'autres étapes. Isaac Zida a également dressé un bilan positif de la transition de 2014 dont il était le Premier ministre et a indiqué que le pouvoir actuel n'est pas à la hauteur des défis sécuritaires. Que pensent les Ouagalais de cette interview de l'ex numéro 2 du RSP? Suivez ces réactions recueillies par Inoussa Kiema. Il a quitté le pays pour 2 raisons. Soit disant, premièrement, c'était une question de santé, et puis il était à domicile menacé. Et sur ces 2 points, je peux dire que s'il ne se procède de rien, il pouvait revenir au pays, répondre, puisqu'on avait besoin entre-temps de lui pour l'assurance du truc dans la primature ou autre. Donc pour moi, il se reporte de quelque chose, même s'il ne l'a pas dit de façon explicite, il se reporte de quelque chose. Sinon, normalement, il doit revenir. Donc, je ne cautionne pas ces propos. Les questions sur ce qu'il a fait autour de la s'il est blanc seulement, il peut se présenter. Pour moi, ce n'est pas une question sur que normalement, il doit se présenter ou bien il ne doit pas se présenter. Je pense que c'est un Burkinabé, c'est un frère, c'est un compatriote. Il fut aussi un ancien président et un ancien premier ministre du pays. À ce titre, je pense qu'il a le devoir et le droit de parler de son pays et de ses intentions. Tout ce qui reste autour reste un problème de justice. Chacun dans son chacun a quelque chose à se reprocher. C'est pas facile en tout cas, nous les citoyens, de dire quelque chose pour le moment, parce qu'on n'est même pas fiers de ce qu'on attend pour le moment. Parce que lui, il se reproche de rien. Or, pourtant, il y a beaucoup d'accusations sur lui, il y a beaucoup de trucs qu'on dit sur lui. Il faut que, quand il va venir, il va nous éclaircir un peu avant qu'on puisse savoir comment on va l'accueillir. Mais s'il n'a rien fait, il n'a pas venu. Est-ce qu'on peut vouloir être un président et puis ne pas faire une meilleure intention pour servir le peuple?
Mais nous, on voit aucun sentiment envers lui pour les Burkinabés. Sans transition, nous nous intéressons à présent au procès du putsch de septembre 2015, un sujet abordé par Isaac Zida. Les écoutes téléphoniques du général Diendéré se sont poursuivies hier. Mouni Yaro nous en parle. Des appels hors des frontières, principalement de la Côte d'Ivoire, se sont invités de nouveau au tribunal. On note une interaction entre le général Diendéré et les généraux Gaussou Soumaoro, alors commandant des forces terrestres, Ismaïla Bakayoko, alors chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. L'un comme l'autre cherchait à s'imprégner du moral du général Diendéré. Certains sont bouillants et d'autres non, a laissé entendre le général Diendéré qui se sentait déjà abandonné par certains de ses hommes. Il faut créer une situation, un incident. Tu peux simuler des attaques et ne recule surtout pas. Tiens bon, conseille un des interlocuteurs. Sorogium, ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, abonde dans le même sens. On m'a dit qu'il y a une possibilité d'ouvrir un front au nord. J'ai eu un commando du RPC de Bobo qui se dit prêt à réunir des hommes pour former ce front au nord. Peut-on entendre un des extraits? Autre appel, celui de Ismaël Diendéré, son fils. Inquiet de l'avancée de l'armée régulière, notamment l'assaut contre le camp Nabakoum II, il demande à son père de positionner ses hommes devant le camp pour intimider les autres soldats. Ils ont déjà déserté. Lui répond au bout du désespoir. Il fallait leur proposer de l'argent pour les maintenir. Sujet le fils. Je leur ai donné de l'argent. Ils ont même pillé l'argent. Certains n'ont même pas eu. C'est l'argent qui les intéressait. Peut-on entendre le général Diendéré dit: je vais me rendre, ne t'en fais pas pour moi. À en croire le parquet, si le général Diendéré n'est pas allé au bout, c'est parce qu'il a été abandonné et ses hommes ont déserté à cause des frappes qui se profilaient contre eux. Mais pour mettre Cam, c'est la mobilisation du peuple qui a dérouté son plan. De son côté, la défense estime qu'il y a eu des suggestions à l'endroit de son client, mais ce dernier n'a rien fait comme acte. Le procès reprend vendredi 29 mars à 9h. Plus de 3 millions de Burkinabés risquent de connaître un stress alimentaire sur la période allant de juin à août 2019, a annoncé le ministre de la Communication hier à l'issue du Conseil des ministres. Pour parer à cette situation, le gouvernement a décidé de la mise en place d'un plan pour venir en aide aux populations vulnérables. Au cours de ce Conseil des ministres, d'autres communications ont eu lieu, notamment celle sur le préavis de grève du SINCHA. Le point avec Marina Traoré. Il faudra au gouvernement plus de 27 milliards de francs CFA pour mettre en place le plan pour les populations vulnérables. Un plan qui s'articule autour de 5 axes principaux, à en croire Rémi Danjinou, ministre en charge de la communication. Il y a 696 000 qui viennent des régions du Sahel, du centre-nord et du nord, et sur lesquelles donc nous avons 24 283 personnes qui seront en situation d'urgence. Donc les actions à mener visent 5 points essentiellement: l'assistance alimentaire, le soutien à la production animale, la prévention et la prise en charge des enfants de moins de 5 ans, le soutien à l'approvisionnement en eau. Le coût global de ce plan est de 27 milliards 814 752 589 francs CFA. Toujours au titre du ministère de l'Agriculture, le Conseil a adopté le rapport portant organisation de la 21e édition de la Journée nationale du paysan qui se tiendra à Gawa du 25 au 27 avril 2019. Actualité oblige, le préavis de grève du SINCHA s'est invité dans les échanges. À ce sujet, le porte-parole du gouvernement se veut rassurant. Le dialogue se poursuivra et le service minimum sera assuré en cas de grève. Madame le professeur Lougué, ministre donc de la Santé, a présenté au Conseil la plateforme du SINCHA. Le Conseil donc lui a donné comme orientation de voir ce qui est engagement dans le cadre du protocole qui n'a pas été réalisé ou qui envoie de lettre de le faire, et également de prendre les dispositions pour que le dialogue se poursuive, tout en assurant donc aux populations, si jamais la grève devait avoir lieu, un service minimum et une présence donc de certains agents pour éviter une crise sanitaire. Des décrets ont aussi été adoptés durant ce conseil portant organisation du ministère de la Justice, de celui des droits humains et de la promotion civique et du ministère de l'Éducation nationale. Autre décision de ce Conseil des ministres, l'économiste et ancien Premier ministre Paul Kabatiba est nommé directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation du Burkina. Baba Ahmed Koulibaly, ingénieur électromécanicien, est nommé directeur général de la Sonabel, Société nationale d'électricité du Burkina. Tout autre sujet, les grossesses non désirées en milieu scolaire, les maltraitances d'enfants et les
protection de l'enfance était au cœur des échanges du cadre de concertation provinciale du Nombiel. Cette première rencontre de l'année s'est tenue mardi dernier à Batié sous la houlette du haut-commissaire de la province du Nombiel. Suivez le reportage de Karim Koala. 65 cas de grossesse non désirée ont été enregistrés entre 2017 et 2018 dans les établissements secondaires de la ville de Batié. Aussi, plusieurs cas de maltraitance d'enfants ont-ils été signalés dans la province du Nombiel, d'où la réflexion autour de ces phénomènes. Le haut-commissaire de la province du Nombiel, Thomas Nyampa. Une prise de conscience au niveau des membres du cadre afin que des actions puissent être menées pour réduire un tant soit peu le nombre de cas de grossesse non désirés en milieu scolaire. Pour ce qui concerne le deuxième thème qui a traité des pires formes de travail des enfants, nous avons remarqué que c'est une question qui est toujours d'actualité, qu'il faut maintenant prendre des actions afin que nous puissions endiguer ce phénomène et protéger au mieux les enfants. La troisième communication a été un partage d'expérience de la politique de protection de l'enfance de plan international Burkina. Les participants, principalement les chefs d'établissement, les associations des parents d'élèves et les élèves eux-mêmes se sont engagés à lutter contre ces phénomènes à l'image de cet élève. Martin, oui, pour vous dire qu'en tant qu'élève, il faut dire que les élèves sont déjà engagés, vu qu'ils sont déjà organisés dans les différents établissements. Nous avons déjà des pères éducateurs qui luttent contre ce mal. Il n'y a même pas de raison pour qu'on puisse rester à la marche. Ce cadre de concertation provinciale du Nombiel a été rendu possible grâce à l'appui de l'ONG Plan International, Bureau du Sud-Ouest. Karim Koala, Batié, Radio Omega. Culture à présent, promouvoir la littérature burkinabé à travers une compétition entre les écrivains. C'est la mission que s'est assignée la maison d'édition Plume Afrique. À l'occasion, elle a initié une activité dénommée Plume d'Or. Youssouf Ouedraogo, directeur général des éditions Plume Afrique, s'exprime au micro d'Inoussa Kiema. Ça consistera à distinguer les écrivains qui ont déjà écrit et publié des livres dans les genres comme le roman, la nouvelle, la poésie et qui manquent de promotion et de visibilité aussi bien aux côtés du lectorat qu'aux côtés du grand public comme les sponsors et les partenaires qui ne s'intéressent pas trop aux livres. Notre objectif c'est de rompre cette monotonie et d'intéresser un peu les sponsors et les partenaires, le grand public aux livres à travers une compétition qui va décerner des trophées et des attestations d'hommage, de reconnaissance à l'occasion d'une cérémonie. Convaincu de l'importance du livre, Youssouf Ouedraogo invite à la lecture. Le livre, c'est l'une des mères de la science. Aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir se cultiver, se former, s'informer sans passer par le livre. Et aujourd'hui, il y a tous les moyens pour lire. Le livre physique, si vous ne l'aimez pas, au moins aimer les livres numériques. On peut marcher avec un téléphone dans lequel on a une bibliothèque de 3000, 4000 livres. C'est dans le livre qu'il y a les cultures, les civilisations, les valeurs, les connaissances. Donc, on ne peut pas évoluer aujourd'hui sans le livre. William Kombari, Justin Drabo, Sophie Kam, Adiza Sanoussi et Adama Sigiré sont les 5 écrivains présélectionnés pour la catégorie Plume d'Or, la plus haute distinction. Au total, 10 trophées seront décernés et la cérémonie est prévue demain. Au Togo, la coalition des partis politiques de l'opposition nommée C14 et constituée à la base de 14 partis politiques se retrouve aujourd'hui avec seulement 6 membres après des départs en cascade ces derniers jours. La coalition traverse une crise qui s'est révélée au grand jour avec la rencontre la semaine dernière entre le chef de l'État, Faure Gnassingbé, et une délégation de ce qu'il est convenu d'appeler l'ex-C14. Notre correspondante Andrea Manim a recueilli les réactions de certains Togolais face à cette crise au sein de l'opposition. Pour ce faire, sincèrement, nous pensons que si aujourd'hui ils se dispersent, donc il y a un nœud du problème qui veut être déclenché. Chacun a peur. Les sages ont dit que si le balai est réuni, on casse ça, ça ne casse pas. Mais quand il est l'unique balai, on casse, ça casse. Quand ils se sont dispersés, c'est facile. Ça m'énerve, oui, ça m'énerve. Ça m'énerve. On ne peut pas, durant une année entière, marcher, crier que Faure doit partir et en même temps retirer de l'argent auprès de cette même personne. Et ceux qui sont en prison, et les personnes qui sont décédées, et ceux qui ont perdu leur emploi. Finalement, c'est comme si la population est marchandée. Premièrement, ils se sont décidés de rester ensemble. Et si aujourd'hui, il y a une division entre eux, on nous dit souvent que si on est ensemble, on est fort. Mais aujourd'hui, ils se sont divisés. Comment ils seront forts? Je ne pense pas. L'invité du jour. L'invité du jour.
On peut faire des économies d'énergie de l'ordre de 30 à 50% si on utilise de façon rationnelle l'énergie, selon Issouf Zungrana, directeur général de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Face au nombreux délestages du moment, il pense qu'un changement de comportement peut alléger un tant soit peu la souffrance des populations. Issouf Zungrana est interrogé par Ousmane Paré. Issouf Zungrana, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes donc le directeur général de l'ANERE, Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. On va s'intéresser au volet efficacité énergétique. Qu'est-ce que c'est? L'efficacité énergétique, de façon simple, c'est vraiment comment utiliser de façon optimale l'énergie dont nous disposons chez nous. Comment utiliser de façon utile l'énergie dont nous disposons. Est-ce à dire qu'il y a gaspillage au niveau justement de l'exploitation, de l'utilisation qu'on fait de l'énergie? Effectivement, il y a beaucoup de gaspillage. Par exemple, quand je prends au niveau des ménages, quand vous laissez un ventilateur, un climatiseur ou de la lumière allumée dans une chambre qui n'est pas occupée ou qui n'est pas utilisée au moment où ces différents équipements-là sont en marche, c'est du gaspillage parce que vous utilisez cette énergie pendant que vous n'y êtes pas. Donc vous dépensez de l'argent, vous amortissez vos équipements et vous utilisez de l'énergie qui aurait pu être redistribuée à d'autres ménages si vous aviez été efficace en termes d'usage. C'est la même chose au niveau de certaines administrations, je veux parler des cités universitaires et autres, où il y a un problème d'efficacité énergétique. C'est un constat et il est réel. Je prends par exemple au niveau de certaines administrations, vous avez des réfrigérateurs qui sont branchés 24 heures sur 24. À l'intérieur, nous avons rien que du citron. Il y a également l'usage de la lumière. Dans certains bureaux, vous passez, vous tapez. Pendant qu'il y a la lumière à l'intérieur, le responsable du bureau ne se trouve pas dans le bureau. Ce sont des comportements qu'on peut améliorer parce que, on va réduire la facture énergétique, mais en même temps, cette réduction-là va permettre à la Sonabel de disposer davantage d'énergie pour en redistribuer aux autres usagers et qui n'en ont. Est-ce que la quantité justement qu'on peut économiser en adoptant ce comportement est suffisante pour résoudre les problèmes énergétiques auxquels on fait face, notamment les délestages? Effectivement, c'est dans ce cadre que au niveau de l'Agence nationale des énergies renouvelables, nous avons lancé le projet 10 actions canicules. Les 10 actions canicules, il y a vraiment plusieurs actions qui concernent le volet efficacité énergétique. Déjà, si on sait utiliser de façon efficace ce dont nous disposons, on peut faire des économies. Dans le cadre également de cette politique, vous savez, il y a les audits énergétiques pour aider les structures, les administrations, même les ménages pour qu'ils puissent faire des économies d'énergie. Et dans le cas de ces audits-là, c'est-à-dire les ingénieurs viennent, ils font le bilan énergétique de votre bâtiment, et les équipements qui s'y trouvent et tout ça. Et ces audits-là révèlent qu'on peut faire des économies allant de 30 à 50% d'énergie si l'efficacité est vraiment bien gérée au niveau des structures et des organisations. Quelles sont ces 10 actions, du moins ce qui concerne par exemple l'efficacité énergétique? C'est vraiment la sensibilisation, ce que je viens de vous dire là, c'est-à-dire après un bilan énergétique, vous avez des informations de gestion. Par exemple, je vous dis, il y a certains bâtiments où on a trouvé des réfrigérateurs. Dans un bâtiment de 4 étages, vous avez à peu près 16 à 20 réfrigérateurs dans chaque bureau. Quasiment, on a des réfrigérateurs qui sont branchés 24 heures sur 24, amortissement des équipements, gaspillage. Et donc, c'est former les managers, les responsables, tous ceux qui gèrent le patrimoine. Et dans ce cadre, nous sommes en train de travailler sur des projets actuellement avec la DGAE pour voir comment optimiser donc l'utilisation de l'énergie. Au niveau de l'ANERE, nous avons lancé un programme d'audit énergétique d'une vingtaine de bâtiments publics. Au bureau ou à la maison, quels sont les comportements justement qu'on doit adopter? Quels sont les réflexes qu'on doit avoir? Utiliser l'énergie quand on en a besoin. Si vous quittez une salle, il faut arrêter l'équipement qui est en marche. Le climatiseur par exemple, 30 minutes avant de quitter la salle, ou du moins votre chambre, vous pouvez arrêter le climatiseur parce que 30 minutes avant que vous ne quittez la salle, le niveau de la température est toujours maintenu. Donc ce sont des gestes simples, des comportements simples qui peuvent nous permettre d'économiser. Il faut savoir également lire votre facture pour voir où est-ce que vous pouvez faire des économies. Un appareil qui est branché 24 heures sur 24, ça s'amortit plus vite. Et pour ce qui concerne l'équipement, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises à votre niveau? Qu'est-ce que justement les gens doivent faire à leur niveau pour avoir des équipements quand même qui vont consommer moins? D'abord, à ce niveau-là, il faut dire qu'au niveau du ministère de l'Énergie, il y a une politique concernant ces appareils avec la BENOM. Il y a des normes qui sont mises en place pour les appareils électrotechniques qu'on
importe au niveau du Burkina Faso. Mais sur le volet énergie renouvelable, là également, il y a des normes, mais l'ANERE a en charge le contrôle. Donc nous sommes en train de déployer le dispositif qui va permettre de contrôler toutes ces questions-là à l'entrée. Donc on invite l'ensemble des populations à acquérir des appareils qui consomment de moins en moins d'énergie. Et très bientôt, vous allez avoir des appareils avec le label ANERE qui précise le niveau d'énergie que ça consomme. Issouf Zoungrana, merci. Merci beaucoup. C'est à l'instant Issouf Zoungrana, le directeur général de l'ANERE. C'est la fin de cette édition mise en monde par Ilyassa Ouedraogo. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.